Donc, Pierre-Édouard Sterrin parlait dans le New York Times. Citation de Pierre-Édouard Sterrin. Je suis encore plus à droite que l'extrême droite sur l'immigration. Dans le New York Times, Pierre-Édouard Sterrin, en roue libre. Pour un long portrait, le quotidien américain a rencontré le milliardaire d'extrême droite, exilé fiscal en Belgique, qui rêve tout haut d'une France catholique, xénophobe et ultralibérale. Donc ça, on est au courant. Hein. Son côté catholique, xénophobe et ultralibéral, c'est Pierre-Édouard Sterrin, il est juste là. On connaît l'animal, mais là, apparemment, dans le New York Times, vraiment, il a... il a dit absolument n'importe quoi. Et en vrai, Pierre-Édouard Sterrin, il y a un côté où il faut dire ce qui est. Il est mauvais, Pierre-Édouard Sterrin. Sinon, il a fait fortune un peu par hasard avec les Smartbox, il est devenu milliardaire. Il s'est dit, vas-y, je vais faire comme Bolloré. Je vais racheter des médias et me dire la bataille culturelle. Mais il n'est pas habile là-dedans. Il n'est pas très très bon. On avait lu tout un article du Monde qui expliquait comment ça marchait pas très bien, toute son entreprise avec Périclès, de racheter des trucs là, notamment par rapport au canon français, d'essayer de s'intégrer dans le milieu un peu culturel de certains trucs, et comment il y avait plein de collectivités locales et de gens qui voulaient pas s'associer à ce terrain. Et du coup, ils se faisaient annuler des événements qu'ils finançaient et ça marchait pas très très bien. Par rapport au rouleau compresseur Bolloré, ce terrain n'est pas Bolloré qui veut. Hein. Il a poucave le plan de Bolloré. Bah oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et au final, ça marche assez peu. Hein. Et là, quand tu vois l'interview dans le New York Times, c'est vraiment qu'il est malhabile, quoi. D'où tu vas dire un truc comme « Je suis encore plus à droite que l'extrême droite sur l'immigration ». C'est complètement con de dire ça, genre, vraiment. Je vois pas l'intérêt de dire ça. C'est vraiment faire le malin en mode genre « Ah ouais, c'est la course à qui est le plus de droite ? Bah moi, je suis encore plus de droite que l'extrême droite. » C'est vraiment edgy boy, voilà. Il fait le mec edgy alors que c'est un milliardaire. Tout propre sur lui, ça fonctionne pas. Il y a un truc qui marche pas. Je le trouve vraiment mauvais, quoi. Normalement, quand t'es un Bolloré et compagnie, t'es censé avancer un tout petit peu caché, quoi. Bolloré, il reste relativement discret. Il y va à fond sur sa chaîne, mais il est en mode genre non, 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 moi je suis juste un entrepreneur qui rachète des médias comme les autres, tranquille. Genre il donne pas des interviews, il va donner tout son plan machiavélique de A à Z, quoi. Il garde certains trucs un peu pour lui, quoi. Il avance un peu masqué, il est un peu, ouais, un peu vicelard quelque part. Pierre-Édouard Sterrin, il est en mode genre je vais mener la bataille culturelle et je vais expliquer comment je le fais. Et passer pour un gros con. Ça marche pas, alors. Ça fonctionne pas. Enfin, après, ça fonctionne au sens où il a suffisamment de thunes pour que son projet avance, mais je sais pas, je le trouve pas très bon, Pierre-Édouard Sterrin. Parfois, on a des adversaires redoutables. Pierre-Édouard Sterrin, c'est un adversaire redoutable au sens où il a des milliards d'euros à mettre contre nous, mais c'est tout, hein, ça s'arrête là. Sinon, il est pas talentueux. Je trouve pas qu'il a le talent. Si c'est un adversaire redoutable, Pierre-Édouard Sterrin, c'est certainement pas grâce à son talent, c'est plus grâce à son pognon, quoi. Donc tant mieux, hein, tant mieux quelque part. 1 milliard, oui, il a peut-être pas des milliards. C'est pour ça. N'est pas Bolloré qui veut, il a même pas la fortune de Bolloré non plus. Ce n'est qu'un petit milliardaire, malhabile, voilà. Déjà, si t'es riche et que tu cherches la fame, je doute de ton intelligence. Après, l'ubris, hein. C'est compliqué l'ubris. Vraiment, hein, parfois t'as tout et pourtant tu cherches la fame et c'est tout ce que tu veux, quoi. C'est moche. Mais bon, qui suis-je pour juger? Allez, on lit l'article. Heu, il n'est sur aucun bulletin de vote ce dimanche, mais Pierre-Édouard Sterrin s'imagine comme l'un des acteurs les plus influents de ces élections municipales en France. Bah pourtant, bof bof, hein. En réalité, les candidats, Sterrin, boostés par Sterrin, parce que Sterrin, on avait lu un article là-dessus, hein, sur son plan pour les municipales, un article de l'Humanité. Il avait un institut de sondage exprès à lui pour les municipales et un truc de formation qui s'appelle Politicae et l'autre organisme, je me souviens plus comment ça s'appelle, quoi. Et donc vraiment, il a mis de la thune pour les municipales et cetera. Je suis pas sûr que c'est si bien marché que ça, hein. Heu Voilà. D'ailleurs, il y avait un candidat Horizon à Mantes-la-Jolie. Je parle souvent de Mantes-la-Jolie, comme vous le savez, parce que j'ai grandi dans le Mantois. C'est ma circonscription. Et à Mantes-la-Jolie, le candidat Horizon, il s'appelait comment Raphaël Cognet, il était un peu associé à Périclès et à Pierre-Édouard Sterrin. Et ben, au final, il s'est fait battre. Il s'est fait battre. Il a perdu la mairie de droite de Mantes-la-Jolie, qui est à droite depuis 1995. S'il vous plaît. Il s'est fait battre par qui? Il s'est fait battre par un gars de gauche, du coup, mais d'une liste citoyenne. C'était pas en mode LFI ou le PS ou je ne sais quoi qui a réussi à reprendre la mairie. Non, non, c'était une liste citoyenne d'un mec de Mantes qui a vraiment fait sa liste, sorti un peu de nulle part. Un mec du Val-Fouré en plus, du coup, qui a grandi au Val-Fouré, qui est la cité de Mantes et tout. Donc, enfin, sur le symbole que c'est vraiment cool, quoi. Adam Agaï, il s'appelle. Et donc, du coup, c'est vraiment un mec sorti de nulle part qui fait une liste citoyenne de gauche, qui arrive à battre Raphaël Cognet, qui était pourtant plus ou moins associé à Périclès et Pierre-Édouard Sterrin, quoi. Donc, bon. La gauche et Mantes-la-Jolie 1, Pierre-Édouard Sterrin 0. Et ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. Ça, c'est mon 7-8. Le 7-8, c'est un fief macroniste, hein. Les Yvelines, c'est quand même assez à droite. Et bah, à Mantes-la-Jolie, on a la seule Sarko de gauche du département. Mantes-la-Jolie est repassé à gauche après avoir été à droite pendant toute ma vie, hein. Moi, je suis né en 94, 95, la mairie est passée à droite. Et en plus, on a la dernière mairie PCF, reliquat de la banlieue rouge dans le 78, dans la ville juste en face de Mantes-la-Jolie qui s'appelle Limay, qui est une ville que je connais très bien aussi. Donc voilà.
Quand on dit qu'on vient du 7-8 et qu'on est de gauche, il y a ce côté ah ouais, Versailles, ouais. Le Vésinet, ouais, t'es chez les Macronos, c'est la droite LR. Et bah oui, sauf à Mantes-la-Jolie. Et ça, c'est cool. Côté de Porcheville, la fameuse usine EDF de Porcheville, là, très connue, très, très connue. Le 78, c'est une autre dimension. Ouais, mais il y a plusieurs 78. Voilà. Le Mantois, c'est pas comme Versailles, vous voyez. Rambouillet, c'est pas comme le côté 92, quoi. Comme le PEC, par exemple, exactement. Bon, voilà. Ils vont enlever les cheminées de Porcheville d'ailleurs. Mais je sais pas, moi ça fait 15 ans que j'entends qu'ils vont enlever les cheminées, ils les ont toujours pas enlevées. Donc je sais pas, moi j'espère qu'ils vont pas les enlever. Voilà. Parce que c'est cool. Enfin, c'est cool. Je sais pas si c'est cool, c'est 2 grosses cheminées, mais c'est le symbole. Les gens qui ont grandi dans ce coin-là, c'est le symbole de ce coin-là, quoi. Bref. Mais Mantes, c'est populaire pourtant. Bah oui et non, oui et non, oui et non. Ça dépend. Carl Olive battu aussi, quel plaisir. Ouais, ça on en parlera demain. On en parlera demain. J'ai eu d'autres infos sur Carl Olive. En fait, c'est un fiasco total, hein. C'est un fiasco total cette histoire de Carl Olive. Le fils de Carl Olive a traité la mère qui a gagné, qui a battu Carl Olive, il l'a traité de sale pute apparemment. Le fils de Carl Olive. Donc là, c'est le downfall de Carl Olive. Enfin. Enfin. Ça fait un peu plaisir, hein. Donc ça, je pense qu'on en parlera demain, on fera une petite séquence express sur Carl Olive. Mais oui, il s'est passé des dingueries. Ils ont failli se battre après les résultats. Parce que Carl Olive a perdu, il s'est pris une balle dans le dos de son ancienne adjointe. Et ce qui est drôle, c'est que l'électorat LFI de Poissy, donc la ville de Carl Olive, a voté pour la rivale de Carl Olive, alors que c'est une ex-LR. Donc pour faire un barrage à Carl Olive, tellement c'est un gros blaireau, la gauche LFI a voté pour une ex-LR. C'est marrant en vrai. C'est fou ce qui s'est passé à Poissy. Comme quoi, aller sur les plateaux télé, aller à l'Assemblée nationale, dire n'importe quoi, être nul, être mauvais, passer pour un gros bouffon, bah à un moment donné, on en paye les conséquences, hein. Voilà. Tandis que si Carl Olive, il n'avait pas d'ambition nationale, il était resté tranquillement maire de Poissy, il aurait pu se faire élire au premier tour toute sa vie à Poissy dans son fief, et avoir la mairie de Poissy pour les 50 années à venir. Il aurait pu, il avait juste à rien faire. Il avait juste à rester là, serrer des pains sur le marché, être souriant, être un peu sympa. Il aurait gardé toute sa vie sa mairie. Et à la place de ça, il a décidé de se lancer un peu plus en politique en devenant député, mais il avait pas les épaules pour, et du coup, il s'est fait niquer, quoi. Voilà. Il a même pas eu son ministère des Sports. Voilà. Il aurait aimé être ministre des Sports de Macron, je pense que c'était ça son plan. C'était le monsieur sport du gouvernement, bah, il a même pas eu son ministère des Sports. Voilà, il a tout perdu par ambition. Il s'est brûlé les ailes comme Icare. Et bah, bien fait pour toi. Il fallait être plus talentueux. Voilà. Bref, allez, on continue l'article. De toute façon, on parlera de ça demain un peu. Je pense que ça sera rigolo. Oui, alors, il n'est sur aucun bulletin de vote ce dimanche, mais Pierre-Édouard Stérin s'imagine comme l'un des acteurs les plus influents de ces élections municipales en France. Ce dimanche, alors qu'une bonne partie du pays vote pour le second tour des municipales, le New York Times consacre un long portrait au milliardaire de 52 ans. Ce dernier y affirme avoir financé la formation d'au moins 4000 candidats maires à travers une école dénommée Politicae. Voilà, c'est ce que je disais, directement financée par son projet Périclès, son tremplin pour les idées d'extrême droite. Voilà, donc c'est le projet dont on parle tout le temps, le projet Périclès. Et en fait, il a plein d'autres trucs. Et au projet Périclès sont associés plein de structures, dont cette structure Linguisticae, quoi. Nulle l'école du coup, bah ouais, hein, je sais pas. Je suis pas sûr que ça a très très bien marché pour les municipales. Après, c'est sur le temps long aussi qu'on voit si ça fonctionne. Mais je sais pas s'il y a des candidats passés par Politicae, vraiment, directement soutenus par ce terrain qui du coup ont bien fonctionné, mais il me semble pas. Non, pas Linguisticae, je me suis trompé. Politicae, non, Linguisticae, beaucoup plus stylé. Beaucoup plus stylé. Euh, non. Désolé, Monté, si tu vois ça. Ne clippez pas, n'envoyez pas ça à Monté. Je n'ai pas dit Monté financé par Pierre-Edouard Stérin. Je n'ai jamais dit ça. Après, quoique, être financé par un milliardaire, en vrai, c'est pas désagréable, je pense, hein. Ça fait que la thune arrive à flot, hein, voilà. Mais non, c'est pas le cas. C'est pas le cas de Linguisticae. Monté dans la sauce par la faute de Ribot. Mais non. Politicae, désolé, je suis habitué à dire Linguisticae, quoi. Le pro-PS Linguisticae, vraiment pas. Non mais wesh, vous êtes sérieux? Pro-PS pour parler de Monté? Linguisticae, le dépressif pro-PS. Dépressif, oui, peut-être un peu. Pro-PS, vraiment, vous êtes des immenses forceurs, c'est absolument pas vrai, genre. Vraiment pas. Vraiment pas pro-PS, hein. Précis, c'est précisément faux, genre. Pro après, non. Il est plus critique de LFI que vous, mais non, hein. Après, de toute façon, les gens le traitent de rousselliste, de pro-PS. Vraiment, vous vous trompez. Je vous le dis, vous vous trompez. Oui, il est plus NPA à la limite, ouais. À la limite, il est plus un peu. Qu'il soit un peu anti-LFI. Mais c'est même pas qu'il est anti-LFI, c'est qu'il est critique sur LFI. Mais il est proche de LFI malgré ça, en fait, hein. C'est juste, vous savez pas doser. Voilà, il est pro-LFI, mais Mélenchon sceptique. C'est plus ça. Voilà, il est à la limite. Ok, position équilibrée. Ça, ok. Je veux bien. Il a rien à voir avec le NPA. Mais vous avez déjà parlé avec Monté ou pas? Moi, oui. Alors arrêtez de me casser les couilles.
Il est autant de gauche que vous et que moi. Oh là là. Unioniste, BA, Ruffino, auténiste. Oh là là. Vraiment pas. Et petit bourgeois de profession. Ah, vous êtes des vraiment, je trouve que vous êtes des forceurs. Vraiment, je trouve que vous êtes des forceurs. En plus, être unioniste BA pour le NPAA, c'est une critique qu'on peut leur faire aussi, hein. Vous trollez là? Il y en a, c'est peut-être un peu du troll, hein, mais soit vous trollez, soit vous êtes vraiment des immenses forceurs et que Dieu vous vienne en aide, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, je force, c'est pour te faire rager, c'est un peu drôle. Ah ouais, c'est marrant de tourner en bourrique des gens qui essaient juste de travailler tranquillement et lire des articles. Super. C'est ce que c'est que la santé mentale au travail? Ouais, c'est bien ce que je me disais, ouais. Ouais, et ça se dit de gauche. Bon allez, il est fils de cheminot et sa mère l'a foutu dehors à 16 ans, donc doucement sur le bourgeois. Mais oui, enfin genre vraiment, vous êtes des immenses forceurs. Vous êtes des immenses forceurs. Bref, allez, les modos goes brrr, bah non, les personnes à modérer. Mais non, vraiment, c'est j'espère que c'est du troll parce que soit c'est du troll, soit vous vous trompez, mais genre, je comprends pas le scepticisme sur Mélenchon perso. Pourquoi on parle encore de Mélenchon, quoi? J'ai juste dit linguisticae au lieu de politicae et on se met à parler de Jean-Luc Mélenchon. On est où là? On est sur BFM TV pour que tout revienne ou sur le sujet de Jean-Luc Mélenchon instantanément? Vous voyez pas le problème avec ce qui se passe? Vraiment, c'est fou. J'ai dit linguisticae au lieu de politicae, il a fallu 2 messages dans le chat pour qu'on parle de Jean-Luc Mélenchon, genre. Je me fais one guy, certes, certes. Mais il y a quand même un truc un peu de l'ordre de on est sur BFM TV, quoi. On en revient toujours au sujet de Mélenchon, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Bref, en tout cas, oui, Politicae, l'école de Pierre-Édouard Stérin, qui n'a rien à voir avec Linguisticae, je le redis. Voilà. Pour cet article, la journaliste du quotidien américain Catherine Porter a rencontré Pierre-Édouard Stérin dans son chalet des Alpes françaises. D'ordinaire plutôt discret avec les médias, le milliardaire challenge estime sa fortune à 1,6 milliard d'euros. Oh, c'est pas fou hein, pour un milliardaire. 1,6 milliard, c'est quoi? C'est 2 fois plus que Mathieu Pigasse seulement? C'est pas fou, monsieur. Hein. En tout cas, Pierre-Édouard Stérin y livre, dans le New York Times, quelques clés sur sa vision du monde et ses intentions politiques, particulièrement marquées par un catholicisme dévot, une xénophobie décomplexée et un capitalisme jusqu'au boutiste. Je suis encore plus à droite que l'extrême droite sur l'immigration, y affirme-t-il par exemple, tout en jugeant trop étatiste le programme économique du Rassemblement national. Bon, ça c'est extrêmement classique. Hein. Il est en mode genre, je suis encore plus à droite que l'extrême droite. D'ailleurs, je trouve que le programme économique de Marine Le Pen est un peu trop de gauche. C'est ce que dit l'intégralité des droitards de France. Hein. Il y a même des gens qui sont pas d'extrême droite à proprement parler, qui sont en mode, non mais Marine Le Pen c'est un peu une gauchiste quand même. Vous avez vu son programme, elle veut même pas réduire les impôts tant que ça. Bon. En plus, quand il dit ça, il est en mode genre, c'est ma hot take. Je vais dire ce que personne n'ose dire. Marine Le Pen, je trouve qu'elle est trop étatiste. Voilà, c'est la ligne Victor Ferry. Il y a énormément de gens qui disent ça à Pierre-Édouard Stérin. C'est pas la hot take que tu penses être, hein, vraiment pas. Entre autres considérations, Pierre-Édouard Stérin semble aussi reprendre à son compte la théorie conspirationniste du grand remplacement. Je suis pas étonné. Hein. Disant ne pas être gêné par le port occasionnel du voile islamique, il plaide quand même pour interdire davantage de pratiques musulmanes dans l'espace public, après avoir perçu de nombreux hijabs en conduisant dans les banlieues pauvres de Paris, précise le New York Times. Ok, donc il va sur le terrain de oh, le voile dans l'espace public, est-ce que c'est pas déjà un problème? Si on veut mettre le doigt dans cet engrenage, c'est quand même extrêmement compliqué parce qu'après on se retrouve très vite à légiférer sur des choses et à se comporter exactement comme, je sais pas, le régime iranien par exemple. Et je pense pas que ça soit un régime modèle de Pierre-Édouard Stérin. Pourtant, quand il va dans ces considérations-là, il est bien plus proche du régime iranien que de la République française. Hein. Premier degré quand je dis ça. Hein. Premier degré. Enfin, genre, ok, d'accord, on va commencer à vouloir légiférer sur le port de signes religieux dans l'espace public. À ce moment-là, t'interdis la kippa aussi, puis t'interdis des signes religieux chrétiens. Vaut mieux pas mettre le doigt dans cet engrenage, hein. Je pense, je pense. C'est une pente très très glissante. Hein. Je pense que c'est une pente très glissante. Ah si, c'est un modèle pour lui, je pense, juste une autre religion. Ouais, bah oui, cela dit, oui, c'est vrai. Hein. Si c'était l'équivalent du régime iranien, mais version chrétien, ça le dérangerait pas plus que ça. Non, c'est peu que pour les muslims, Ribo. Bah ouais, mais c'est alors l'engrenage est encore pire. Hein. Si c'est ça, soit il y a deux manières. Si tu mets les doigts dans l'engrenage de interdire le voile dans l'espace public, deux solutions. Soit tu vas sur interdire les signes religieux dans l'espace public et c'est une pente très très glissante. Faut pas aller là-dedans. Soit tu vas sur interdire l'islam précisément ou des trucs uniquement par rapport à l'islam et pas par rapport aux autres religions, et c'est une pente peut-être encore plus glissante. Donc dans tous les cas, il y a deux pentes glissantes à partir de cette position, et les deux puent la merde extrêmement fort, et après voilà, c'est autoroute vers le régime autoritaire, quoi. Donc non, venez, on n'interdit pas les signes religieux dans l'espace public, c'est très bien. On continue comme ça, c'est nickel. Voilà. Bon,
En tout cas, Pierre-Édouard Stérin, qu'est-ce qu'il dit? Merci Coco Frère, merci beaucoup pour ton 13e mois d'abonnement. Let's go. Donc Stérin, citation. Si nous ne faisons pas ça, la France deviendra dans 50 ans la première république islamique d'Europe, ou la deuxième après la Belgique. Professe Stérin, qui ne veut pas que son pays devienne une république islamique. T'inquiète, ça ne deviendra pas une république islamique. Genre dire ça, genre en mode je ne veux pas que mon pays devienne une république islamique, ça ne deviendra pas une république islamique. Il n'y a aucun monde où n'importe quel pays d'Europe devienne une république islamique. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? Genre vraiment, une république islamique. Et en plus, le pire, c'est qu'il est en mode on sera la deuxième république la plus islamique d'Europe après la Belgique. Il est exilé fiscal en Belgique. Pour pas payer d'impôts, il va en Belgique. Donc il est en mode genre ah non, mais moi je suis en Belgique parce qu'on paye trop d'impôts en France, mais la Belgique est encore plus islamisée que la France. Mais ça le dérange pas d'être en Belgique, donc faudrait savoir au final. Vous savez quoi? S'il y avait une république islamique en Europe et que c'était un paradis fiscal, bah Pierre-Édouard Stérin, il irait habiter dans ces républiques islamiques, il en aurait rien à branler. Parce qu'en fait, il s'en bat les couilles. Je ne sais pas ce que Il s'en branle, il veut juste pas payer d'impôts. Il aime pas les musulmans, mais si c'est des musulmans qui lui permettent de pas payer d'impôts, ça le dérangerait pas là pour le coup. C'est ridicule. Merci Corvé Tortue pour le sub offert et modem. Merci beaucoup. Il y a déjà zéro chance que l'Algérie ou le Maroc deviennent des républiques islamiques déjà, alors la France. Mais oui, enfin genre vraiment, ça n'a aucun sens de dire ça. C'est vraiment complètement con, quoi. Ou alors j'aimerais bien ce qu'ils estiment être une république islamique, quoi. Une république où les musulmans ont le droit d'exister? Bah c'est bien du coup. Je sais pas. Le débat est tellement au ras des pâquerettes quand t'écoutes ces gens-là parler, quoi. Bref. Ultralibéral économiquement, le milliardaire ne se cache pas non plus quand il rêve tout haut d'un gouvernement qui taillerait profondément dans les impôts. Oh, bon, tiens, c'est original ça. Abattrait l'État-providence, privatiserait l'éducation et la santé et couperait les subventions à la culture. Ok. Le fervent catholique voudrait aussi que l'avortement soit interdit. Et comme il finance des projets chrétiens, il espère ni plus ni moins pouvoir un jour être canonisé. Et ça, on le savait déjà. C'est vraiment un. Ouais. En plus, le truc, c'est que je crois qu'il s'est converti au catholicisme il n'y a pas longtemps, Pierre-Édouard Stérin. C'est Germaine Fourchette qui écoutait un podcast il n'y a pas longtemps sur un truc par rapport à Pierre-Édouard Stérin et le catholicisme. Et c'était vraiment des catholiques qui parlaient de Pierre-Édouard Stérin, des gens qui l'avaient côtoyé dans un cadre religieux. Ils étaient en mode, mais il est tout nul, il connaît rien en fait, Pierre-Édouard Stérin. Il s'est converti il n'y a pas longtemps et du coup, il est super zélé. Il est en mode genre, non, c'est le bien contre le mal, mais c'est un catholique à la con, quoi. Enfin, je dis pas ça, je dis ça au contraire, hein, par rapport aux gens qui sont vraiment catholiques, qui ont vraiment la foi, etc. Et de toute façon, c'est très bien, quoi. Lui, c'est vraiment en mode, limite, il s'est converti au catholicisme pour se donner bonne conscience et pouvoir être raciste en se disant non, 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 tout ça s'intègre dans une vision catholique du bien contre le mal. Et c'est ridicule, quoi. Genre vraiment, c'est même pas un bon catholique, c'est ça le pire, quoi. C'est un catholique, c'est exactement comme les footix. Exactement. Donc du coup, il a une vision du catholicisme qui est super bizarre, qui est en vrai la sienne, qui est surtout sa propre vision à lui. Et en fait, il s'est plus converti au catholicisme par opportunisme pour pouvoir un peu justifier son projet, qui est un projet d'extrême droite absolument puant, quoi. Et du coup, il est en mode genre, mais non, c'est pour le bien, regardez, car je suis catholique. Bah non, en vrai, non. Franchement, là, je crois pas, j'ai l'impression que c'est juste un fondamentaliste catho. Je crois pas, hein, je crois que vraiment, à la base, il était pas très très catholique, quoi. Il me semble que non, hein. Je suis chrétien non pratiquant et force de reconnaître qu'on a un vrai problème avec l'église catholique en France, un vrai nettoyage à faire. Bah, en tout cas, il y a des gens, notamment des nouveaux convertis, qui sont en mode d'extrême droite et qui se convertissent au catholicisme parce qu'ils sont en mode voilà, je suis pour que la France catholique blanche et éternelle soit éternelle, quoi. Et quand tu es d'extrême droite et que tu comprends ce que c'est que les racines de l'extrême droite française, tu as un rapport au catholicisme qui est exacerbé historiquement dans l'extrême droite française. Notamment, je sais pas, les Maurassiens et compagnie, ils sont en mode genre la France, c'est la fille aînée de l'Église. Enfin, disons que les identitaires, ceux qui ont une vision identitaire de la France, le catholicisme s'intègre dans cette vision identitaire. Ils sont pour eux, c'est en mode la France républicaine et universaliste, etc. C'est de la merde. La France doit être la France sur des critères identitaires, une France blanche, chrétienne, enfin catholique même, etc. Et t'as même certains nationalistes un peu hardcore qui sont anti-protestants. Ils sont en mode le protestantisme, c'est de la merde. Ils sont en mode le judaïsme et le protestantisme, tout ça c'est pas la France. La France elle est catholique et puis c'est tout. Un mec comme Alain Soral par exemple, il est anti-protestant. Voilà, il réactive cette espèce de haine anti-protestant, mais à l'ancienne, ça c'est un truc vraiment à l'ancienne, ça. C'est l'extrême droite d'il y a 100 ans qui était comme ça, quoi. Et donc, certaines personnes, en se convertissant à l'extrême droite, pas au catholicisme, en se convertissant à l'extrême droite et en retournant aux racines de ce qu'est l'extrême droite française, et bah du coup ils se retrouvent à être catholiques par opportunisme finalement. Parce qu'ils sont d'extrême droite, ils se disent bah vu que je suis d'extrême droite, je dois être pour l'éternelle France blanche et chrétienne, et donc je me convertis au catholicisme. Et bah Quentin de Ranc, c'est ce qu'il avait fait. Il s'est un converti, il me semble, Quentin de Ranc. Ou peut-être qu'il était baptisé à la base, mais à un moment donné où il s'est mis à aller dans le catholicisme, il fréquentait une paroisse vraiment très radicale, intégriste, etc. Et tout ça s'intégrait dans son parcours fasciste, finalement. Vous voyez?
Et c'est pas juste un catholique croyant, etc., qui se trouve être d'extrême droite. Non, 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 c'est des gens qui retournent dans un catholicisme très intégriste, très fondamentaliste, très réactionnaire, et tout ça s'intègre dans leur vision d'extrême droite. Et c'est parce qu'ils sont d'extrême droite qu'ils sont autant cathos. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça craint, ça craint. Et je pense que s'il y a des catholiques sur le chat, vous êtes d'accord avec moi pour dire putain, not in my name, quoi. Voilà. Donc il me semble que c'est effectivement ça pour Pierre-Édouard Stérin, quoi. Voilà. Maurras lui-même excommunié. Bah oui, normal, normal, normal. Maurras c'était athée mais croyait au pouvoir terrestre de l'Église. Ah ouais? Oh, je sais plus. Sa pote Marion Sigaud qui écrivait des trucs sur les Lumières était ultra anti-protestante. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, ok. Attends, il y avait un message aussi de Germaine. Et merci Ayaté pendant le deuxième mois, parce que c'est elle qui avait écouté le podcast. C'est un gogol qui n'y connaît rien. Ok. Oui, c'était un podcast sur les catholiques français, France Culture, et la journaliste de La Croix expliquait que c'était un ignare qui surjoue le côté réac pour avoir l'air le plus catholique qu'il ne l'est vraiment. Oui, voilà, c'est ça. Il y a vraiment un côté comme ça, quoi. Donc quand tu vois le profil de Pierre-Édouard Stérin, t'es en mode genre vraiment, ah, c'est un espèce de demi-habile nul, quoi. Même son rapport à la religion, il est éclaté en vérité, quoi. C'est vraiment, il a fait ça uniquement parce que c'est un facho, il est en mode genre, eh bien voilà, je dois être catholique alors. Mais non, c'est une très mauvaise raison de se convertir à une religion, vraiment. Ou de retourner à une religion. Normalement, si tu le fais, c'est par rapport à ta foi et à ce genre de choses, quoi. Franchement, le truc qui est censé être central dans la religion et le truc qui de toute manière est inattaquable dans le rapport à la religion, c'est la foi, quoi. La foi de quelqu'un, c'est inattaquable. Si t'as la foi, point à la ligne. Et on peut être critique des institutions religieuses et de tout un tas de choses et de l'utilisation qui est faite par certains des religions pour faire des oppressions, etc., etc. Mais il y a un truc qu'on peut pas attaquer et qu'on peut pas critiquer, c'est le rapport à la foi. C'est la foi de quelqu'un. Donc des gens qui vont aller s'investir plus dans la religion, voire parfois retourner à des trucs religieux alors qu'ils n'étaient pas trop dedans. Si c'est guidé par la foi, bah c'est bien. Enfin, c'est ni bien ni mal, mais il n'y a rien à redire là-dessus. Par contre, il y en a, c'est pas guidé par la foi, quoi, vous voyez. Et là, Pierre-Édouard Stérin, son rapport à la religion, il pue du cul pour cette raison-là, quoi. C'est lié à son extrême droite, c'est lié à son positionnement politique. C'est pas lié à un parcours de foi, quoi. Voilà. Bref. Je suis pas fan des religions, mais je pense qu'elles servent le plus souvent des prétextes aux haines et aux take réac, alors qu'elles prêchent rarement ça. Bah oui, voilà, c'est ça. Bah, c'est un peu ce que je disais. On peut être critique des religions, ou plutôt de l'utilisation dont est faite la religion, déjà par les institutions religieuses, qui parfois sont des institutions qui peuvent être oppressives, ou voilà, utilisées par certains. Et c'est vrai qu'il peut y avoir un côté réactionnaire, pas dans la religion en soi, mais dans la manière dont est utilisée la religion et la manière dont les institutions religieuses, parfois, peuvent être des carcans relativement oppressifs, quoi. Et il peut y avoir un côté réactionnaire. Et moi, ma sensibilité, personnellement, elle n'est pas religieuse aussi pour cette raison-là, parce que c'est pas ma sensibilité. Mais je veux dire, à partir du moment où tu es dans la religion et que c'est Je à ne sais cause de pas la ce que foi c'est que que tu as, super profit. dans tous les cas, ça, il n'y a rien à redire là-dessus, il n'y aura jamais rien à redire là-dessus. Voilà. Tu peux pas faire de critique de la religion par l'angle de la foi. C'est impossible. Ou alors, c'est que t'es con, ou c'est que t'es un anti-religieux bête qui prend les gens croyants pour des abrutis qui feraient mieux de se renseigner sur la science et ça les rendrait pas croyants. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Bref, mais tout ça pour dire que le parcours de la religion, le parcours religieux et catholique de Pierre-Édouard Stérin, bah, moi je l'approuve pas, hein. Et même si moi-même je suis pas catholique, je pense que j'ai assez d'arguments pour ne pas l'approuver. Voilà, voilà. Et force à tous mes croyants du chat, évidemment. Et justement, c'est pour pas vous mettre dans le même panier que je dis ça, quoi. Merci Pastèque Caché pour ton 3e mois. Merci beaucoup. Ok, allez, donc le dernier paragraphe qu'on n'a pas lu. En attendant l'avènement du monde merveilleux de Pierre-Édouard Stérin, l'homme qui a quitté la France pour la Belgique, afin d'éviter le fisc, se pose volontiers en sauveur d'une patrie, où il ne remettra pas les pieds de sitôt. Je reviendrai en France quand je sentirai que c'est le bon endroit pour vivre. Entre-temps, je rêve plus de déménager aux États-Unis. Et pas n'importe lesquels, ceux de Donald Trump. Ok, ils sont même pas catholiques aux États-Unis, ils sont protestants. Lui pourrait devenir protestant du jour au lendemain juste parce qu'il se met à sucer Donald Trump, hein. Ça m'étonnerait même pas de sa part. Aïe aïe aïe, la France éternelle, mais de loin, quoi. Après, il y a plein de droitards, de fachos, hein, même, qui font vraiment ça. Qui sont en mode la France, là, c'est pas possible. Je dois être résistant de l'extérieur. La France est tombée aux mains des immigrationnistes. Je dois partir loin pour pouvoir garder ma liberté d'expression et lutter de l'extérieur, tel Lénine, qui a dû quitter la Russie avant 1917 car il était recherché par le pouvoir du tsar. Il est revenu pour la révolution, mais il était en exil parce que sans ça, il pouvait même plus lutter en intérieur tellement la répression du tsar était féroce. C'est vrai tout ce que je viens de dire. Et du coup, il y a des espèces de fachos. Ils sont en RP comme ça, ils sont en mode genre non, non, je vais me faire jeter en prison par la police gauchiste si je reste en France. Je dois lutter de l'extérieur. Oh là là, bah ouais. Il y en a qui font ça, il y en a plein, hein. Il y en a plein, hein. Les Conversano qui habitent en Russie, c'est ce qu'ils disent, hein. Même Papacito qui est parti en Espagne et tout, c'est ce qu'ils disent. Ils sont en mode la France est quasiment perdue. Baptiste Marché qui est parti aux États-Unis. Ils sont en mode la France est déjà quasiment perdue. Je dois lutter de l'extérieur en étant en exil car je suis un opposant politique et c'est plus possible en fait. La France est déjà aux mains des islamistes. Je mènerai la lutte de l'extérieur comme De Gaulle. Voilà, j'aurais dû prendre l'exemple de De Gaulle.
comme De Gaulle. Il était à Londres pendant la résistance. Voilà, il pouvait pas être en France, il aurait été capturé par les nazis. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas résisté pour sa patrie? De Gaulle, bah si, mais il l'a fait de Londres, parce que c'était pas possible d'être en France à ce moment-là, il y avait les nazis. Et donc il y a vraiment des fachos qui se prennent pour De Gaulle en se disant non, je fais ça de l'extérieur. La France est aux mains des islamistes et des gauchistes et des woke. Du coup, tel De Gaulle, j'appelle à la révolution à la révolution fasciste de l'extérieur, hors de la France. Oui, il y a 50 millions de catholiques aux USA, je sais qu'il y en a beaucoup, mais le courant dominant, c'est les protestants. Ah bon, il l'a pas fait, De Gaulle? Mais si, non, mais De Gaulle, il a oui, il a résisté de l'extérieur. Ok, je veux bien. Mais je veux dire, Papacito qui part en Espagne parce qu'il trouve qu'il y a trop d'Arabes en France ou je sais pas quoi, c'est pas De Gaulle, quoi. C'est du roleplay ridicule, quoi. C'est juste des gens, c'est des espèces de faux patriotes qui sont en mode genre, ouais, vive la France, mais je peux plus vivre en France parce que ce pays me dégoûte. Voilà, c'est ridicule, quoi. Oui, le pays était vraiment occupé sous De Gaulle. Oui, c'est pour ça. Enfin, c'est mon analogie, c'est en mode bro thinks is Charles de Gaulle, mais en fait non. C'est juste il se barre de France parce que soit il trouve qu'il y a trop d'impôts ou il trouve qu'il y a trop d'arabes, quoi. Messieurs les patriotes en carton, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Bref. Voilà. Donc Pierre-Édouard Sterrin, en tout cas, ouais, hein, bien le gaze. Après, bon, il y a des dingueries dans l'interview, surtout la citation, je suis plus à droite que l'extrême droite sur l'immigration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi plus à droite que l'extrême droite? C'est-à-dire qu'il aimerait bien tuer tous les migrants? Vraiment? Directement les noyer dans la Méditerranée? C'est un peu ridicule. C'est un peu ridicule, mais c'est aussi un peu flippant. Donc à voir. Est-ce qu'au final, on se souviendra de Pierre-Édouard Sterrin comme un mastermind extrêmement effrayant? Un redoutable adversaire, un mastermind de la bataille culturelle? Ou on se souviendra de Pierre-Édouard Sterrin comme un mec un peu ridicule et gaze? Ben, je sais pas. Je sais pas. Mais je me dis que quand même, il y a moyen qu'on s'en souvienne pas trop comme étant un mastermind de la bataille culturelle, parce qu'il est quand même il est nul à chier, quoi. Voilà, il est nul à chier.